Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Sébastien Salvi, je suis vice-président en charge de la banque de détail chez Capgemini Invent, donc la partie conseil du groupe Capgemini. Alors effectivement, comme le disait Stéphane, cette étude elle est très riche, puisqu'il y a à peu près une trentaine de dimensions qui sont couvertes. Évidemment, je ne vais pas vous en faire une synthèse, j'ai juste sélectionné quelques enseignements donc en matière de relations entre les clients et leur banque, et comment elle a évolué sur l'année dernière et les différentes années. Alors, parfois, ça n'a pas évolué d'ailleurs, pour poser les bases des discussions à venir, et notamment en termes d'innovation. Donc cette étude, cette année, on l'a élargie. Précédemment, on avait 1000 clients interrogés. Pour plus de finesse, en fait, on est passé à 2000 clients cette année, donc en termes d'échantillons. Aujourd'hui, la multibancarisation se développe. On est à peu près à un client sur deux qui est multibancarisé, plus précisément 48%, et ça augmente. On était à 46% l'année dernière, d'après l'étude. Et en termes de banques représentées, donc on est majoritairement sur les banques, on va dire, traditionnelles, qu'elles soient mutualistes ou non mutualistes. Les banques en ligne sont relativement stables, je vais dire, à l'arrondi près. Voilà, on est passé d'un peu moins de 10% à un peu plus de 10% cette année, dans une vision compte principal. Il y a évidemment la dimension secondaire. Donc justement, sur les banques en ligne, il y a cette progression, puisque toutes les banques en ligne annoncent une augmentation de leur nombre de clients, que ce soit les deux principales, Boursorama, Hello Bank, alors on met également Nickel dans cet ensemble. Donc on est sur des croissances en termes de nombre de clients. Cette croissance, finalement, se fait, comme je l'ai dit, un petit peu sur la partie banque principale, voilà, d'un petit peu moins de 10%, un petit peu plus de 10%, mais elle se fait surtout sur la partie banque secondaire. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% des clients, donc un tiers des clients qui ont un compte dans une banque en ligne, à titre principal ou à titre secondaire. Voilà, c'est un ensemble important. Et dans ces clients-là, d'ailleurs, il y en a 22% d'entre eux qui ont plusieurs comptes dans des banques en ligne. Et ça, c'est également une dimension et un nombre qui progresse d'une année sur l'autre. Comme on le voit, le taux de pénétration de ces banques en ligne, je veux dire, ce n'est pas forcément une surprise. C'est principalement sur les jeunes, alors 18-24, mais également 18-34. Donc là, on a une proportion de comptes principaux plus importante. On est à 15% de pénétration. Et puis et là c'est plus important pour les banques traditionnelles, sur les CSP+, où là globalement on est à un petit peu plus effectivement que la moyenne, donc à 11% sur les comptes principaux, mais également à 25% sur la partie compte secondaire. Donc là ça pose vraiment un enjeu, je dirais, de rétention, mais aussi de redynamiser l'acquisition des banques traditionnelles sur cette cible de clients CSP+, et évidemment sur la partie jeune, qui sont, on va dire, un peu les deux mamelles de la rentabilité à court terme et à moyen terme dans les banques. Cette progression des banques en ligne, finalement, elle est motivée par quoi? Alors, elle est motivée par un enjeu tarifaire. Quand on demande aux clients, finalement, quels sont leurs motifs principaux de choix d'une banque, le principal, et à 70% de citations, c'est bien d'ordre économique. Donc on recherche, on va dire, une promotion, on recherche des coûts moins élevés dans les frais de fonctionnement de sa banque et dans les commissions. Donc ça, c'est le principal levier de développement de la banque en ligne. L'autre levier qui a pu jouer au début, qui était quelque part une performance supérieure, une expérience client plus intéressante en termes de services en ligne, aujourd'hui cette dimension est moins importante, puisqu'il y a effectivement 13% uniquement des clients qui la citent comme un motif de changement de banque. L'autre élément important, c'est finalement le second, c'est la relation avec le conseiller, puisqu'on le voit, il y a 40% des clients qui attachent une importance forte encore à cette dimension de relation conseiller et de conseil. Donc c'est une dimension pour changer, mais en fait, aujourd'hui, on a quand même une satisfaction très élevée dans le conseiller et très importante dans la banque. 92% des clients sont finalement globalement satisfaits de leur banque. Vis-à-vis du conseiller, on est pratiquement à 80%. Voilà, que ce soit sur des dimensions de « il me connaît »,« il sait me conseiller »,« il est clair dans ses conseils ». Globalement, on est toujours entre 75 et 80% de taux de satisfaction. Donc cette relation, effectivement, c'est un point très important, finalement, et on voit que c'est le second. Et aujourd'hui, quelque part, elle contrebalance, finalement, cette dimension tarifaire, puisqu'on est évidemment dans des taux de mobilité bancaire qui ne sont pas à la hauteur des clients qui déclarent, je dirais, être intéressés pour changer de banque, qui est de 22%. Un point important, et moi je pense que c'est un élément intéressant de cette étude, c'est tout ce qui est autour finalement des modes d'interaction avec les clients. Enfin, avec les clients et surtout du point de vue client vers banque. On verra après le côté banque vers client. Donc aujourd'hui, en termes d'interaction, finalement, quand on demande aux clients combien vous avez d'interactions avec votre banque,
on est en moyenne, et effectivement c'est une vraie moyenne avec des vrais écarts évidemment entre les clients actifs, pas actifs, les jeunes, les personnes un peu plus âgées, on est à peu près à 9 finalement interactions avec sa banque et avec son conseiller par an. Et on voit que l'agence reste un élément important, puisque la visite du conseiller en agence, c'est encore en moyenne 1,9, je crois, ou 3, non, j'ai vu 3, pardon, j'ai pas mes lunettes. Donc 1,3 contacts par client en moyenne par an. Et surtout, c'est que 75% finalement des clients ont un contact physique avec leur conseiller dans l'année. Alors ça ne se reflète pas toujours dans les statistiques, je dirais, des banques, parce qu'effectivement, c'est compliqué à mesurer, ce n'est pas toujours un rendez-vous dans un agenda du conseiller, ça peut être aussi une visite voilà, au passage, au moment où je vais au guichet. En tout cas, voilà, du point de vue du client, on est quand même sur une fréquence de contact qui est relativement importante avec son conseiller par an, donc on attache de l'importance à cette relation physique. Après, on est sur 2 canaux importants qui sont le téléphone et l'email, voilà, encore des taux d'utilisation très élevés. Là, et toutes les banques le savent, on est quand même sur une baisse, on va dire, tendancielle, année après année, du nombre de contacts téléphoniques, mais également du nombre de mails envoyés aux conseillers par les clients. Et finalement, ce qui se développe de manière importante, et ce qui est un bon point, c'est finalement l'appropriation par les clients de leur appli mobile, de leur portail bancaire, pour finalement l'utiliser dans une logique de contact. Et on est à la fois... Alors, soit du chat pour certains, mais plutôt, on va dire, dans l'utilisation de l'espace sécurisé pour envoyer des messages à son conseiller. Donc là, on a un taux d'appropriation par les clients qui est relativement élevé, puisque maintenant on est à 82%, et avec effectivement une fréquence d'échange importante, puisque pour ceux qui l'utilisent, finalement, ça revient à peu près à 4 messages par an par ce moyen-là. Dernier élément, c'est l'utilisation de tout ce qui est SMS, Instant Messaging. Là, on est sur des fortes utilisations. En tout cas en croissance. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30% des clients qui l'utilisent. Et quand on regarde, on va dire, par tranche d'âge, évidemment, c'est un peu plus présent du point de vue des clients jeunes, mais pas tant que ça, puisque si on regarde également sur les tranches plus âgées, on va dire 50 ans et plus, on est également sur des taux d'utilisation autour de 30%. Donc ça, c'est un point important, c'est que cette évolution des canaux, et je n'ai pas cité la visio, qui finalement, voilà, on aurait pu faire le pari de la visio au moment du Covid. Finalement, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Alors, est-ce que c'est peu utilisé du point de vue des clients ou est-ce que c'est peu mis en avant par les banques? En tout cas, on est sur un niveau légèrement supérieur à 10%. Pour autant, c'est vrai que ce canal permet beaucoup de choses. À la fois, c'est pas de remplacer, on va dire, la présence physique, associée à de l'IA, ça permet d'être de l'interprétation, ça permet d'être du compte-rendu, ça permet de partager des éléments avec son client. Donc effectivement, la visio reste quelque chose, entre guillemets, qui est pour moi inexploré, et voilà, il y a un élément d'investissement pour les banques. Tout ce qui est autour de l'instant messaging aussi, voilà, est un élément sur lequel les banques doivent se pencher. Et donc avec une vraie question finalement sur l'allocation des investissements sur tous ces canaux, à la fois dans une logique de service client, mais également d'efficacité, de juste prix et évidemment de tous les sujets de coordination de la relation client et de la sécurisation. Dans l'autre sens, donc du côté banque vers client, là, on note peu de progression finalement. Le point de vue, c'est, je dirais, la nature finalement des messages qui sont passés aux clients. Alors là, c'est une vision client, donc qui fait appel finalement à leur mémoire. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont retenu des sollicitations que la banque leur a adressées dans l'année. Le principal élément, c'est tous les enjeux sécuritaires. Donc toutes les banques sont très présentes sur ce créneau-là. On est sur des taux, effectivement, entre un quart et la moitié des clients ont finalement reçu un message relatif à la sécurité par leur banque dans l'année. Sur des messages plus commerciaux, que ce soit pour proposer, on va dire, un service budgétaire, pour proposer des placements financiers, pour proposer des services de banque ou d'assurance ou de prévoyance. Là, on est sur des niveaux inférieurs. Et ce qu'on note, c'est que les banques traditionnelles sont finalement moins actives que les banques en ligne sur ce créneau-là. Voilà, peut-être par des sujets de prudence. Mais en tout cas, là, il nous semble qu'il y a également une marge de manœuvre pour avoir un discours, évidemment, c'est tout ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation, donc avoir davantage de push vis-à-vis des clients avec des messages appropriés. Et d'ailleurs, il y a un quart des clients, finalement, qui dit ne pas avoir reçu de communication intéressante de sa banque dans l'année. Donc, il y a aussi matière à être davantage, pas uniquement proactif, mais aussi plus sélectif et plus pointu dans la communication.
Qui dit communication dit recours à l'IA justement pour aller, on va dire, bien identifier les bons messages adressés aux clients. Ce qu'on note, c'est finalement une acceptation encore limitée de l'IA par les clients. Alors, voilà, plus d'un tiers des clients ont déjà utilisé ChatGPT. Quand ils l'utilisent à titre financier, c'est plutôt d'ailleurs pour comparer, on va dire, les banques entre elles ou pour, je dirais, saisir une réclamation. Après, on a finalement des clients qui sont très, on va dire, aux extrêmes, puisque 30% des clients voient vraiment l'IA comme un moyen de remplacer leurs conseillers et leur fournir des conseils plus avisés en matière notamment de placement. Et ça, c'est une proportion qui augmente légèrement par rapport à l'année dernière. Et à l'autre bout, on a quand même 38% des clients qui sont complètement réfractaires et qui attachent une importance très très forte finalement à la relation avec le conseiller en disant que voilà, rien ne remplace finalement la relation avec mon conseiller. Donc il faut pouvoir traiter finalement ces deux extrêmes, de même que finalement dans les services digitaux, il faut traiter des personnes qui préfèrent continuer en agence et de l'autre des personnes qui préfèrent fonctionner 100% à distance. Dans le domaine des données, également, donc là, sur la confiance numérique, donc ce qu'on voit, c'est que finalement, les banques ont un indice de confiance très élevé. Alors, on n'est pas à 80% et même encore plus loin des 100%, mais on a quand même 2 tiers des clients qui attachent une importance et une confiance élevée, finalement, dans leur banque à traiter leurs données personnelles. Après, est-ce qu'ils sont... on va dire, prêts à accepter que la banque traite ces données justement pour leur faire des propositions financières différentes, pour leur proposer des produits extra-bancaires? Oui, en réponse à cette question, 50% des clients sont prêts à avoir plus finalement de communication de la part de leur banque. Donc cette confiance, et si on pouvait s'en inquiéter, en fait, elle est vraiment très supérieure aux GAFA. Et ça, quel que soit l'âge, même pour des clients jeunes où on aurait pu mettre en doute finalement cette relation entre est-ce que je fais plus confiance à Apple pour mes données ou est-ce que je fais plus confiance à ma banque. Voilà, la banque l'emporte majoritairement. Et par contre, un des enseignements, c'est finalement dans ce partage d'informations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit bien au travers d'un ensemble de fintech, de la DSP2, de l'utilisation des données bancaires, finalement, il y a encore une certaine réticence des clients à partager complètement leurs données. Alors, ça, c'est une réticence déclarée. Dans les usages, voilà, après, je pense qu'on est particulièrement tenté quand on engage une opération de BNPL sur un site d'e-commerce. Voilà, finalement, on est peut-être un petit peu moins réticent à cliquer sur le bouton pour partager ces données. Mais en tout cas, quand on pose la question spontanément, voilà, on a quand même 60% des clients qui préfèrent finalement ne pas les échanger. Et cette information, elle est encore plus vraie finalement dans une logique d'extension du partage, dans le cadre des évolutions à venir, notamment dans le cadre de FIDA. Je veux dire, échanger des informations sur son compte courant, pourquoi pas, aller plus loin et échanger davantage d'informations finalement sur notamment son épargne, peut-être ses contrats d'assurance. Là, il y a une vraie réticence en fait de la part des clients, qui évoluera sans doute au fil du temps, mais qui aujourd'hui, en tout cas, est très importante. On les a également interrogés sur la question de la confiance numérique, donc notamment tout ce qui est le croisement finalement et le partage de confiance, notamment avec par exemple un service comme France Connect. Donc 75% des clients ont déjà utilisé ou utilisent régulièrement le service de France Connect, et pratiquement 1 sur 2 finalement serait d'accord pour finalement utiliser aussi France Connect pour se connecter à sa banque. Voilà, donc dans cette logique de sécurité, de confiance numérique, finalement, il y a des partages, on va dire, dans des logiques de cercle, en tout cas très restreints. Un des derniers éléments qu'on avait mis donc dans la précédente étude et qu'on a reposé, c'était la question finalement du positionnement des banques autour des problématiques sociétales, environnementales. Donc l'année dernière, on avait rajouté cette question parce qu'il y avait effectivement un peu de débat autour des assemblées générales des banques. Et donc on voulait sonder le grand public finalement sur la vision qu'il avait du positionnement de sa banque en termes de pratiques ESG. Et là, on note vraiment un besoin encore de communication, c'est-à-dire que les banques communiquent, mais plutôt dans une logique institutionnelle finalement sur le respect de leurs engagements ESG. Ce discours-là finalement passe assez peu vis-à-vis du grand public, puisque si on simplifie, il y a à peu près une moitié des clients qui ne sait pas positionner sa banque en termes de est-ce qu'elle est, pour simplifier, verte ou pas verte.
on ne le sait pas. Et puis après, sur l'autre moitié, finalement, on a voilà, un quart qui la positionne comme verte et un quart qui la positionne comme marron, si je simplifie. Donc là, il y a un véritable enjeu. Enfin, on le sait dans d'autres études, on a à peu près un quart des clients qui sont sensibles au sujet ESG. Alors, 25% sensibles, donc on va dire 10% d'un peu plus radicaux dans ses choix. D'ailleurs, ce 10%, c'est ce qu'on retrouve dans les motifs aussi de changement de banque, hein, donc qui est plutôt éloigné, on va dire, dans la hiérarchie des motifs de changement, mais qui reste important. Donc 25% des clients qui sont sensibles, et pour autant, voilà, les clients ne savent pas finalement se positionner par rapport à cela. Et quand on regarde les services proposés par les banques, alors là, on note quand même une évolution positive, c'est-à-dire que les banques, vis-à-vis du grand public, finalement, sont très présentes aujourd'hui avec des applications spécialisées, des calculateurs, on l'a évoqué et on l'évoquera d'ailleurs au cours de la journée sur la rénovation énergétique. Donc la mobilité douce, ouverte, tous ces éléments, je dirais, où les banques se positionnent et qui est un peu dans le domaine de l'extension du champ bancaire, ces éléments-là ne sont pas encore complètement visibles finalement vis-à-vis des clients, puisque 70% finalement ne connaissent pas cette offre. Donc il y a encore là aussi un besoin de communication, non plus sur un positionnement institutionnel, mais sur des offres en matière de ESG. Là où il y a une progression, c'est qu'effectivement dans le domaine de la rénovation énergétique, là où on avait 68% des clients les années précédentes qui finalement n'avaient pas du tout sollicité leur banque dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, aujourd'hui on est uniquement à 55%. C'est-à-dire que c'est presque un client sur deux qui pense finalement à se tourner vers sa banque dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, que ça soit dans une logique de diagnostic, de conseil pour évidemment un financement, mais aussi pour les aides et pour certaines banques pour aller jusqu'effectivement plus loin dans la chaîne sur des recommandations vis-à-vis des travaux. Donc voilà, donc un champ sur l'ESG qui reste finalement à couvrir et qui est, de mon point de vue, assez représentatif également de la difficulté des banques à se positionner en dehors du champ bancaire. Je ne reviens pas sur le sujet d'open banking, on les a aussi couverts dans l'étude comme les années passées, et on voit bien que finalement l'intérêt des clients pour aller spontanément vers leur banque sur des sujets, que ce soit de l'automobile, que ce soit du décès, de la santé, etc., sont des choses qui sont effectivement relativement faibles. Voilà. Pour conclure, peut-être une vision finalement autour de trois sujets. Finalement, c'est qu'est-ce qui reste finalement un peu comme les fondamentaux de la relation, donc des choses qui évoluent que très lentement finalement au fil du temps, et qui sont des choses assez positives d'ailleurs pour les banques traditionnelles et qui vont peut-être dans le sens justement d'une relative stabilité, ou en tout cas d'un ralentissement de la croissance de la banque en ligne aujourd'hui en France. Des choses qui sont plutôt du ressort de l'inflexion, donc des choses qu'on note, qui évoluent et qui parfois évoluent rapidement, et puis d'une vraie nouveauté. Donc sur les choses, on va dire, qui restent stables, clairement, c'est l'importance de la relation conseillée. On l'a vu, voilà, ça pèse encore 40% d'ailleurs, ça ne pèse que 40% dans les motifs je dirais, de changement de banque, et avec un niveau de satisfaction très élevé, avec encore beaucoup de contacts, et 75% des personnes qui vont les voir chaque année. C'est l'agence, la proximité à l'agence. Ça représente aujourd'hui 15% finalement des motifs de changement de banque. Donc voilà, je déménage, mais je peux aussi garder finalement mon conseiller pour ne pas changer d'agence. Il faut avoir en tête que 2/3 des clients sont à 15 minutes aujourd'hui de leur agence. Donc c'est un élément effectivement sur lequel ils ne sont pas forcément prêts à transiger. La confiance dans la banque qui est élevée, qui reste élevée, et qui est un élément, je pense, un pilier en tout cas de la construction de la relation avec le client. Et puis l'attente de proactivité. Ça, c'est quelque chose, effectivement, où, voilà, année après année, finalement, les banques traditionnelles ont du mal à rentrer sur ce terrain-là, en tout cas par rapport aux banques en ligne. Les éléments d'inflexion, j'en ai retenu 3, donc c'est l'ouverture sur l'extra-bancaire, assez lente, mais qui évolue voilà, progressivement et qui évolue davantage aujourd'hui, en tout cas, dans un champ clair qui est celui de l'environnement, de la rénovation énergétique. Donc c'est un vrai progrès. L'ouverture à l'IA, mais alors effectivement, comme je disais, avec ces deux pieds entre les réfractaires et les vrais supporters. Et puis, alors, je veux dire self-carisation, mais ce n'est pas tellement la self-carisation, c'est plutôt la digitalisation. On en avait parlé l'année dernière et on retrouve cet élément cette année, c'est que
voilà, il n'y a pas vraiment de différence aujourd'hui dans le parcours digital proposé par une banque traditionnelle et par rapport à une banque en ligne. Ce qui est vraiment différent, c'est dans son usage, dans son appropriation par les clients. Sur un parcours aujourd'hui qui serait 100% digitalisé dans une banque, on note qu'il y a encore un quart des clients qui vont envoyer leurs pièces par email, par exemple. Donc cette digitalisation et l'usage de la digitalisation par les clients des banques traditionnelles, elle évolue progressivement. Voilà, elle a progressé par rapport à l'année dernière, mais il y a encore un champ important dans ce domaine-là. Et la vraie nouveauté, c'est vraiment dans l'utilisation des canaux, dans l'utilisation des modes d'interaction avec la banque, et notamment sur le développement rapide de l'instant messaging. Alors, instant messaging, je mets là-dedans les SMS et le WhatsApp. Donc, il y a une vraie demande des clients. Comme je disais, il y en a 30%, enfin un peu plus de 30% qui utilisent aujourd'hui, 60% des clients qui seraient prêts à l'utiliser même dans le futur. Donc là, il y a un besoin qui existe d'ailleurs et qui est, voilà, où il y a des solutions utilisées dans d'autres pays. Donc en France, il y a effectivement cette question de comment répondre et intégrer ce nouveau mode d'interaction finalement dans mon dispositif multicanal avec les clients. Merci pour votre attention.